Bonjour tout le monde, je suis ravi de voir que vous faites pratiquement salle comble. Alors je ne suis pas en tant que tel un spécialiste de la reproduction humaine, je suis un anthropologue de l'évolution. Je travaille au Musée de l'Homme et cette réflexion sur les nouveaux modes de fécondation fait évidemment partie des nouveautés qu'on peut observer dans l'évolution de notre espèce. C'est des choses qui n'ont jamais existé dans la nature autrefois. Le sujet était au départ, qu'est-ce qu'une mère porteuse d'ovocytes va transmettre à son bébé qui n'est pas le sien au départ, qui provient d'un don d'ovocytes. Mais j'ai élargi le sujet donc à la place de l'épigénétique dans ces mécanismes de fécondation. Alors, traditionnellement, dans toutes les espèces depuis des millions d'années, un bébé se fait comme ça, avec un monsieur et une dame, et sans l'intervention d'autres personnes. Une nouveauté qui a existé depuis quelques années, c'est la fécondation in vitro. Évidemment, l'intervention d'un homme dans le couple, anonyme ou caché, existe depuis longtemps, mais quand on fait la fécondation dans une éprouvette, là c'est déjà le début de la technologie de la manipulation. En ce qui concerne le don d'ovocytes, là c'est une femme extérieure au couple évidemment qui va donner l'ovocyte en passant par la mère d'intention, le père étant toujours dans son rôle. Et puis dans le don d'embryon, c'est à la fois une femme extérieure qui va donner l'ovocyte et aussi un donneur, le plus souvent anonyme, qui va contribuer. Donc voilà un petit peu les différents cas de figure. Et à l'inverse, dans la grossesse pour autrui, c'est le couple de départ qui va donner les gamètes et la grossesse sera développée par quelqu'un d'autre. Donc voilà un petit peu les différents cas de figure que la technologie de la fécondation a inventés. Il y a quelques années, cette dame était intervenue dans votre association pour parler de ça. C'est moi. Ah, très bien. Et donc, elle avait très très bien parlé à la fois de l'espèce d'évaluation qu'on peut ressentir quand on n'est pas maître de sa fécondité, donc l'auto-sabotage, j'ai trouvé ça intéressant, et les croyances limitantes. Et donc sa conclusion que je vais revoir, c'est l'histoire de l'enfant ne commence pas avec l'ovocyte. En fait, évidemment, l'enfant n'est pas une cellule. Pour autant, cette cellule a une histoire qui précède la grossesse. Et c'est un petit peu ça le problème de l'épigénétique. Alors, traditionnellement, évidemment, on reçoit l'ADN de ses parents et on ressemble plus ou moins à son papa, à sa maman, etc. Et on sait qu'il y a des gènes, par exemple ici, dans les familles princières qui se marient entre elles depuis des générations, on connaît des gènes liés à la forme du visage, par exemple. Donc le nez des Bourbons, le menton des Habsbourg, etc. Tout ça nous prouve que les traits du visage sont dans l'ADN et sont transmis génétiquement. Mais il peut aussi se trouver des sosies. Il y a dans la nature des gens qui nous ressemblent, qui se baladent et qui nous ressemblent beaucoup et ils ne sont pas apparentés. Et on n'a pas d'ancêtre commun direct, simplement on se ressemble. Et quand on fait le séquençage ADN de deux sosies, on s'aperçoit qu'ils ont les mêmes séquences en ce qui concerne la forme du visage. Donc voilà un cas particulier de ressemblance non génétique, ou du moins non par ancêtre commun. Alors, petit rappel, mais ce n'est pas forcément utile, sur ce que c'est que la reproduction, et notamment ce qui se passe très tôt, donc en particulier, voilà, la FIV, quand elle se passe non pas dans l'appareil génital, mais à l'extérieur. Mais sinon, bon, vous voyez donc l'ovocyte qui est issu de l'ovaire, les spermatozoïdes qui fécondent l'ovocyte, la fusion des gamètes et le début de l'embryogénèse. Et c'est au niveau de cette embryogénèse, si on veut faire un don d'embryon, qu'on va prélever ce petit paquet de cellules. Alors, dans le don d'ovocytes, il faut une donneuse. Alors, j'ai vu dans la littérature que parfois on l'appelle la fée, parce qu'effectivement, c'est un geste très altruiste.
Et donc, dans son appareil génital, on va aller ponctionner l'ovaire pour récupérer donc, ce qu'on appelle un follicule. Voilà une vue en échographie. Un follicule, c'est-à-dire cette cellule précurseuse, cet ovocyte. Et donc, on fait ça par une intervention chirurgicale. Avec l'espoir que donc chez la receveuse, on va déclencher une grossesse. Alors, quand je considère ce début d'embryogénèse, en fait, c'est une seule cellule fécondée, donc qui contient tout l'ADN de la personne. Et quand elle va commencer à se diviser, cette cellule, elle va comporter des cellules qui sont toutes semblables. Or, à la fin, toutes nos cellules, évidemment, ne sont pas semblables, puisqu'on a des cellules pour le cœur, pour le cerveau, etc. Or, toutes les cellules de notre corps ont le même ADN, évidemment, celui transmis par nos parents, mais dans cette différenciation cellulaire, certains gènes ne s'expriment pas. Ils sont donc mis en veilleuse ou activés pour que justement cette cellule indifférenciée devienne une cellule spécialisée, donc de cœur, d'intestin, etc. Et c'est ce mécanisme qu'on va utiliser d'ailleurs, qu'on appelle la cellule totipotente, pour parfois refaire une embryogénèse, c'est-à-dire dédifférencier une cellule différenciée pour faire un clonage, par exemple. Hein, le premier clonage qui a eu lieu avec la brebis Dolly, c'était une cellule de la glande lactante, enfin voilà, du sein en quelque sorte, qui a été dédifférenciée et autofécondée. Donc ces cellules, elles ont le potentiel de revenir à l'état indifférencié, et donc tout le mécanisme de l'épigénétique, c'est de moduler cette différenciation. Alors, pour cela, nous savons que nous sommes exposés à des stress, à des contraintes. C'est ce qu'on appelle maintenant, depuis quelques années, l'exposome, c'est-à-dire que tout au long de notre vie, nous avons des facteurs d'environnement qui vont influencer notre ADN. Donc les voilà, ça peut être le régime alimentaire, le tabagisme, hein, qui est une catastrophe, la consommation de boissons alcoolisées, les ultraviolets, la pollution chimique, même le stress auditif, etc. Tout ça, ce sont des facteurs donc d'exposition au stress. Et on sait notamment que ça peut influencer l'ADN, et même il y a une grosse littérature de la part des psychiatres et des psychologues qui montre que ce stress donc peut s'intégrer dans le matériel génétique sous forme d'épigénétique. Et il ne faut pas oublier dans cette séquence, évidemment, notre petit embryon qui va être en fait la première étape d'exposition au stress. Donc voilà un petit peu comment ça se passe dans une grossesse. L'enfant, évidemment, hérite donc de l'ADN du zygote, hein, de la cellule fécondée d'origine, qu'elle appartienne à la mère porteuse ou pas. Et puis, il va être, surtout après la naissance, encore influencé par d'autres facteurs de l'exposome, bien sûr, l'éducation, etc., mais toujours ces facteurs physiques. Et ces facteurs physiques, ils sont très déterminants pendant la grossesse. Le problème étant, ce qui s'exprime comme modulation dans la grossesse, est-ce que ça peut passer les générations? Alors, la réflexion là-dessus est venue d'un épisode terrible de la Deuxième Guerre mondiale qui s'est passé aux Pays-Bas, où les nazis, en refluant, ont fait sauter les digues des polders, et donc il y a eu une grande inondation et une famine pendant tout l'hiver 1944. Donc cette famine a causé beaucoup de morts. Mais elle a aussi impacté des femmes qui étaient enceintes à l'époque. Et la surprise est venue du fait que les fœtus qui étaient donc en croissance dans le ventre de leur maman pendant cette famine ont été impactés à l'âge adulte. On s'est aperçu que quand ils grandissaient, ils avaient davantage de problèmes métaboliques, hein, au niveau des maladies de stockage. Comme si en fait le stress de la famine avait orienté le fœtus à vouloir davantage stocker pour se protéger. Et donc
dans un environnement où maintenant il n'y avait plus de stress alimentaire, eh bien le marquage épigénétique avait fait qu'il continuait à vouloir stocker et donc il développait des diabètes, des surcharges pondérales, etc. Et l'autre surprise, ça a été que donc, ces enfants qui étaient des fœtus, les petites filles qui ont grandi, donc qui ont été stressées, qui ont développé ces maladies, quand elles-mêmes ont accouché, donc à la deuxième génération, elles avaient aussi des bébés qui étaient impactés avec un plus petit poids de naissance que la moyenne. On s'est donc aperçu que cet épisode de stress intense pouvait affecter 2 générations. Et de façon expérimentale, donc sur des souris par exemple, on peut montrer que parfois ces stress sont de plusieurs générations, peut-être 3 ou 4. C'est donc ce qu'on appelle la mémoire épigénétique, c'est-à-dire que cet exposome, cette exposition au stress va s'imprimer dans l'expression des gènes. Les gènes eux-mêmes, notre ADN, évidemment, on ne les change pas, on les a reçus des parents, mais ils vont être impactés dans leur expression. Il y a donc une assez abondante littérature là-dessus, mais c'est un phénomène très complexe et les recherches produisent en fait de nouveaux résultats chaque semaine, de sorte qu'il est très difficile de faire un résumé. Ce que le public en retient, en tout cas, et c'est pour ça je pense que vous avez été souvent sollicité, c'est que voilà, l'épigénétique, c'est un phénomène qui impacte les générations. Donc ça, c'est une simplification, même je dirais un peu excessive, parce que dans la réalité, c'est ça. La complexité, en fait, extraordinaire des mécanismes biologiques et notamment de reproduction. Alors le mécanisme de transfert épigénétique, c'est... j'ai fait volontairement une diapo compliquée pour que vous compreniez que c'est quelque chose de compliqué. C'est donc... Voilà, le matériel génétique, les chromosomes, l'ADN qui est enroulé avec des protéines qui l'entourent, qu'on appelle les histones, etc. Et là, il y a un petit radical, une petite molécule qu'on appelle un radical méthyle, qui est fait avec, comme ça, quelques atomes d'hydrogène et de carbone. C'est ce radical méthyle, donc cette petite molécule, qui vient se fixer sur le gène pour l'allumer ou pour l'éteindre. Et donc, puisque c'est un radical méthyle, on appelle ça la méthylation de l'ADN. Alors, il y a d'autres mécanismes sur les histones, etc., mais la méthylation, c'est le mécanisme le plus étudié. Vous voyez qu'on est loin de là à là. Néanmoins, c'est ça le mécanisme. Et alors, l'impact se fait sur ce qu'on appelle les cellules germinales primordiales. C'est-à-dire que quand on regarde ce petit embryon vraiment très jeune, là, quelques jours, moins de 3 semaines, on voit déjà, bon, donc c'est un petit ver, à cette époque-là, c'est encore quelque chose d'assez, ça ressemble à un petit animalcule, puisqu'on est tous apparentés aux autres vertébrés. Et donc, voilà, on appelle ça en anglais PGC, les cellules germinales primordiales. On voit qu'elles apparaissent très vite. Et c'est ultérieurement qu'elles vont migrer dans les gonades, dans les testicules ou les ovaires, mais elles apparaissent très vite et donc, à un stade très précoce déjà, elles sont sensibles à l'exposome. Ce qu'on a remarqué, c'est que justement, ces cellules issues des parents, elles ont une histoire, donc elles ont été impactées par l'exposome, mais il y a une espèce de remise à zéro au moment de la fécondation. Ce qu'on appelle un reset. Donc vous voyez ici les petites cellules, elles vont migrer et quand on regarde un petit peu dans le temps, vous voyez donc ici le spermatozoïde, l'ovule, donc le zygote, le fécondé, le blastocyte, donc le petit embryon qui démarre. Et là, vous voyez le pourcentage de méthylation. Eh bien, vous apercevez que très tôt dans le développement embryonnaire, il y a une baisse de la méthylation. Après, ça fluctue un peu, alors ce sont des mécanismes donc complexes, mais vous voyez que quand on va refabriquer un embryon, eh bien, la méthylation s'abaisse à moins de 5%. Donc on peut dire que la reprogrammation, l'annulation de la mémoire épigénétique s'est faite presque totalement. Le débat est dans le presque. Est-ce que c'est vraiment presque totalement ou est-ce qu'il va quand même rester justement quelque chose de transgénérationnel? Et vous voyez que la trajectoire
en ce qui concerne ces cellules primordiales germinales, elle est différente, elle est beaucoup plus déméthylée que les cellules du corps, soit les cellules somatiques, qui elles ne sont pas transmises par la reproduction. Alors elles peuvent garder une mémoire méthylée, mais peu importe pour nous, puisqu'elles ne sont pas impliquées dans le transfert d'ovocytes ou d'embryons. Ce sont des cellules du corps, elles ne sont pas dans les gonades. Donc ce mécanisme de reprogrammation génétique, il est tout à fait crucial et il apparaît aussi à d'autres époques de la vie. Mais pour ce qui nous intéresse, donc, c'est ce qui se passe sur l'ovocyte. Et donc la question, c'est la maman qui a donné un ovocyte, a-t-elle donné un ovocyte qui a une mémoire qui lui appartient, ou bien cette mémoire a-t-elle été annulée pour que quand on installe cet ovocyte dans le corps de la mère porteuse, est-ce qu'il y a une séquelle en quelque sorte ou pas? Eh bien, la réponse est un peu ambiguë, puisque vous voyez que la reprogrammation, elle est réelle, mais elle peut ne pas être complète. Simplement, comme ça se produit à chaque génération, il est douteux qu'au bout de 3, 4 ou 5 générations, il subsiste quelque chose de cette mémoire épigénétique, à force de reprogrammation. Donc il est douteux que ces influences épigénétiques traversent les siècles. Mais qu'elles puissent impacter une deuxième, une troisième, voire une quatrième génération, c'est quelque chose de plausible, mais qui est quand même très discuté en ce qui concerne l'espèce humaine. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la grossesse? Eh bien, si on prend le mot anglais, pregnancy, on voit bien que c'est une imprégnation. C'est-à-dire qu'on a évidemment un fœtus qui se développe dans sa bulle amniotique, qui filtre ce qu'il reçoit de la maman à travers le placenta. Donc, les échanges sont complexes. Il y a des molécules qui passent, des molécules qui ne passent pas. Certains virus, certains parasites peuvent passer, hein, la toxoplasmose, etc. Mais d'une façon générale, et les petites molécules, par exemple, un certain nombre de molécules comme l'alcool, comme les dérivés du tabac, etc., peuvent passer cette barrière et donc donner un fœtus qui est atteint. Soit le syndrome d'alcoolisme fœtal, hein, en cas de gros alcoolisme, soit par exemple chez les mamans qui fument, un plus petit poids de naissance et d'autres lésions épigénétiques. Donc on comprend que cet exposome, quand les molécules sont dans le sang, elles se baladent et elles peuvent être plus ou moins filtrées par la barrière placentaire. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a également donc des transferts qui, cette fois-ci, vont relever de la génétique, alors non pas de l'ADN, mais des ARN. Alors, qu'est-ce que c'est les ARN? Et ici, ce sont des ARN non codants. Eh bien, vous avez entendu beaucoup parler, évidemment, des ARN en ce qui concerne les nouveaux vaccins Covid, c'est-à-dire que l'ARN, c'est une petite molécule qui est chargée de lire le code génétique. Et donc, dans le cas du vaccin Covid, on vous a donné en quelque sorte la recette de cuisine, le petit ARN qui va produire la protéine qu'on appelle spike du virus. Et donc, en vous donnant cette recette, c'est votre propre corps qui va produire cette protéine, et cette protéine est immunisante, donc vous allez faire des anticorps contre cette protéine, grâce à l'injection de l'ARN. C'est un ARN codant. Ici, les ARN qui passent la barrière placentaire ne sont pas codants. Alors les voilà ici, c'est ces petits peignes là, comme ça, mais ils passent donc de l'endomètre, donc de l'utérus maternel au trophectoderme, qui est la paroi embryonnaire. Et vous voyez, par des petites vésicules comme ça, ces molécules passent vers le génome de l'embryon et peuvent le méthyler. Donc ça, c'est un transfert qui est quand même fait à base de matériel plus ou moins génétique. Mais ça a suscité une mauvaise compréhension. C'est-à-dire qu'une certaine littérature a dit que voilà, les femmes qui sont porteuses donc d'un ovocyte donné par quelqu'un d'autre vont transférer leur ADN à cet ovocyte ou à cet embryon. C'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. C'est du matériel génétique, l'ARN, mais qui n'est pas chromosomique. Donc ça, c'est faux. Par contre, ce qui est vrai,
c'est que ce qu'on appelle ces micro-ARN, là, ils sont observés, et donc la recherche actuelle est en train d'essayer de mesurer les conséquences. Mais cette recherche n'est pas aboutie, donc on n'en sait pas encore tellement. On sait simplement que, vous l'avez vu sur la diapo, c'est un processus extrêmement complexe. Il ne faut pas oublier non plus, parce que là, évidemment, on parle du don d'ovocytes, mais quand le père intervient, c'est-à-dire quand il y a un don de spermatozoïdes, eh bien, ces spermatozoïdes aussi ont une mémoire épigénétique. Par exemple, quand vous avez un papa qui est obèse et qu'il suit une cure, par exemple une ablation d'une partie de son estomac pour maigrir, eh bien, si on regarde la méthylation de l'ADN de ces spermatozoïdes, on va voir qu'il y a un changement. Autrement dit, et c'est toujours le problème de l'épigénétique, c'est une hérédité des caractères acquis en quelque sorte. C'est-à-dire que le fait d'être gros ou pas gros, c'est quelque chose qui arrive dans la vie, qui peut changer. Et donc si vous maigrissez, vous allez changer la méthylation de votre ADN. Donc là aussi, le spermatozoïde joue un rôle dans cette mémoire épigénétique, que ce soit donc par fécondation in vitro, c'est-à-dire apport direct des spermatozoïdes, ou par insémination artificielle. Donc voilà, et on a dans nos spermatozoïdes, nous les hommes aussi, cette mémoire, et elle est importante dans la reproduction. Donc là, vous voyez, tout ça sont des recherches tout à fait contemporaines. Il ne faut pas oublier non plus que quand on manipule des cellules, que ce soit des spermatozoïdes pour une fécondation in vitro ou a fortiori des ovocytes qu'on va pêcher chez quelqu'un, qu'on met dans des éprouvettes, eh bien cet environnement qui n'est pas naturel, qui est chimique, qui est un environnement de laboratoire, a aussi un impact épigénétique. Puisque ce sont des cellules qu'on peut conserver, qu'on peut congeler, qu'on peut vitrifier maintenant, et puis qu'on bricole, c'est vrai que c'est une expérimentation en quelque sorte, qu'on bricole dans des laboratoires, et donc il n'est pas impossible qu'il y ait un impact méthylatoire sur l'ADN de ces manipulations, puisqu'on peut considérer que c'est quand même un petit peu un stress pour la cellule. Donc voilà, il y a là aussi beaucoup de littérature pour savoir si le simple fait donc d'intervenir, de congeler des cellules peut avoir un impact. Alors cet impact, il existe, mais il est très faible. Néanmoins, il faut en tenir compte puisque tout ça, ça fait partie de l'aventure du don d'ovocytes. Alors, au total, quand on fait donc une fécondation in vitro avec un don d'ovocytes, donc la mère de destination, en quelque sorte, qui reçoit cet ovocyte, ne reçoit pas une cellule vierge. Cette cellule, elle a connu l'exposome de la donneuse. Donc, elle a une empreinte parentale, mais cette empreinte est normalement plus ou moins remise à zéro. Sauf, je vous dis, le petit pourcentage éventuel qui peut passer. Donc, on peut considérer, comme l'a dit notre collègue, que l'aventure de la grossesse va commencer à ce stade-là. Par ailleurs, la mère porteuse développe donc un embryon qui n'a aucun de ses caractères génétiques à elle, évidemment. Alors déjà, la grossesse en soi, c'est une greffe. C'est-à-dire que quand une maman dans une grossesse normale, comme ça se produit donc depuis des millions d'années, quand une grossesse se fait, donc la moitié du matériel génétique de l'embryon appartient à la mère, la moitié appartient au père, qui est une entité génétique étrangère à la mère. Et donc, il y a un processus qui peut aller jusqu'au rejet, et la mère, la femme enceinte, développe une immunotolérance, puisqu'il s'agit d'une greffe en quelque sorte. Et donc c'est ce qui se passe aussi quand l'ovocyte, a fortiori, vient d'une donneuse extérieure, puisque là, même la moitié génétique de la maman n'est plus là, elle appartient à une autre personne. Donc il peut y avoir effectivement des problèmes, et une partie des échecs de ces fécondations viennent de ces problèmes. Mais ce qui est important, c'est que puisqu'on installe soit un ovocyte tout neuf en quelque sorte, soit dans la greffe d'embryon, un embryon très très précoce, eh bien là, il va y avoir une empreinte de la femme enceinte, puisque cet embryon minuscule va se développer quand même dans la maman finale, même si la cellule ne vient pas d'elle. Et là,
par tous les échanges que vous avez vus, à travers la barrière placentaire et par les micro-ARN, eh bien là, la maman va façonner son embryon et son fœtus. Il va y avoir une espèce de réappropriation. La cellule ne vient pas de vous, mais vous l'intégrez. Et avec tout ce que vous vivez dans la grossesse, vous modulez votre embryon. Donc vous lui donnez votre propre empreinte. Et c'est vrai que certaines personnes disent que quand elles accouchent, leur entourage dit « Ah, mais ton bébé te ressemble ». Et il a 0% d'ADN en commun avec la maman. Mais il y a cette espèce aussi d'intégration qui fait que, ce n'est pas une vraie ressemblance, mais on veut bien croire que c'est une ressemblance parce qu'il a été modulé dans cet environnement. Alors les anthropologues, pas les gens comme moi qui sont des biologistes, mais les anthropologues sociaux se sont intéressés à ce phénomène de réappropriation, puisqu'en fait, le fait que le bébé venu d'un ophocyte extérieur grandit dans l'utérus de la maman, ça lui donne donc sa marque. Il y a donc une naturalisation en quelque sorte de ce lien. Donc il y a pas mal de gens qui se sont intéressés à ça. Donc l'épigénétique vient véritablement, et c'est bien le sujet de la question qu'on vous pose souvent, vient véritablement au secours des liens de parenté. Alors, il y a une différence intéressante, j'arrive à la conclusion, entre donc ce processus de don d'ovocytes et la grossesse pour autrui. Dans le don d'ovocytes, donc on est bien d'accord, l'ovocyte ne vient pas de donc, la mère de destination, donc la maman qui va accoucher, et donc la donneuse, souvent elle est anonyme, elle est un peu dans les limbes, et on veut bien croire qu'elle ne joue pas de rôle. Que c'est vraiment la femme enceinte qui va donner son empreinte. À l'inverse, en cas de grossesse pour autrui, là c'est vous qui donnez vos gamètes à une étrangère et elle va faire un bébé qu'elle va vous donner après. Et là, on veut croire que, à l'inverse de la situation précédente, le rôle de cette mère porteuse est faible et que ça n'est finalement qu'un vase dans lequel on va déposer une petite graine. Alors qu'en fait, dans les deux cas, évidemment, il y a des transferts épigénétiques. Les conséquences de tout ça, d'abord, alors c'est vrai, puisque le don d'ovocytes, c'est une aventure. Dans toute aventure, il y a des risques. Donc, parmi les risques, il y a le fait que un défaut génétique, par exemple, issu de la mère donneuse d'ovocytes, donc se trouve dans l'ADN de la cellule, de l'ovocyte, une maladie génétique quelconque, indétectée, et que donc quand l'embryon va se développer et que la femme destinataire va accoucher, soit à la naissance, soit plus tard, ce défaut génétique peut se manifester. Ça, c'est possible, puisque de toute façon, l'enfant, il va avoir génétiquement la couleur de cheveux, d'yeux, etc., de celle qui a donné l'ovocyte. Donc, peut-être qu'elle a donné aussi un autre cadeau qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a donc cette petite possibilité, ce petit pourcentage donc d'influence épigénétique qui a échappé à la reprogrammation et donc qui est passé de façon transgénérationnelle. Par ailleurs, il faut faire ce qu'on appelle un deuil génétique, c'est ça tout l'enjeu du don d'ovocytes, c'est-à-dire qu'une maman qui a recours au don d'ovocytes doit accepter, c'était le sens de l'intervention de ma collègue, qu'elle a perdu sa fertilité. Bien sûr, si elle est allée chercher un ovocyte chez quelqu'un d'autre, c'est qu'elle ne peut pas. Et donc, ça peut être dévalorisant. En tout cas, il faut accepter que oui, on a eu recours à quelqu'un parce qu'on n'est pas fécond soi-même. Et par ailleurs, donc, l'autre deuil, c'est sur sa descendance, c'est-à-dire, oui, j'accepte que le bébé que je fais ne porte pas mes caractères génétiques. Ce sont les caractères génétiques d'une tierce personne. Et donc, on arrive au problème de ce qu'est la parenté génétique par rapport à la parenté sociale. C'est-à-dire que dans tout un tas de situations qui sont en fait présentes depuis le début de l'humanité, là, le don d'embryon, le don d'ovocytes, ce sont des caractères technologiques récents.
Mais en cas d'adoption ou dans ce qu'on appelle les fausses paternités, c'est-à-dire quand c'est l'amant de la femme qui est le père et non pas le père réel, le père le sait ou ne le sait pas, peu importe, mais le père social, c'est celui qui élève l'enfant. C'est lui qui est le véritable père, même si le spermatozoïde a été donné par quelqu'un d'autre. Néanmoins, le spermatozoïde appartient à quelqu'un d'autre et éventuellement, notamment quand on fait maintenant tous ces tests génétiques là qu'on peut trouver sur Internet, il peut y avoir des mauvaises surprises. C'est-à-dire que l'enfant va s'apercevoir que son père n'est pas vraiment son père. Et là, il est en droit ou pas de chercher qui est son vrai père biologique. Mais que le papa soit le père biologique ou pas, c'est le père dans le droit, hein, c'est le père social qui importe. De même que c'est la mère sociale, c'est-à-dire que ce sont les parents qui élèvent l'enfant qui sont reconnus par la société. Et là encore, hein, cette littérature dans le monde de l'anthropologie culturelle, ça a été tous les travaux de Lévi-Strauss, etc., sur la parenté. Enfin, la cellule sociale est basée sur la parenté, et donc ces questions de paternité ou maternité biologique versus sociale imprègnent véritablement tout le tissu de construction de la société. Donc là, il y a eu beaucoup d'études, mais c'est vrai que dans le droit traditionnel, donc, le père social était le père reconnu. Maintenant qu'on est capable de trouver par les tests d'ADN si le vrai père existe et n'est pas le père social, eh bien, la question du droit est de savoir quelles sont les relations qui doivent s'établir dans la société entre ce père biologique ou cette mère biologique qui a donné son ovocyte par rapport aux parents sociaux. Donc, pour finir, et évidemment on conclura là-dessus, ce don d'ovocytes, c'est une aventure magnifique, hein, donc c'est quelque chose de très altruiste. Et il y a cette belle formule là de Peter Medawar qui dit, voilà, la génétique, bon, on n'a pas de contrôle là-dessus, c'est ce qu'on reçoit. Par contre, l'épigénétique, c'est ce qu'on va greffer là-dessus, et ça on peut le moduler en fonction de son régime alimentaire, de son mode de vie, etc. Tout ça, c'est des influences, et c'est comme ça qu'on va incorporer, au sens propre, son fœtus. Alors, je cite là cette mère anglaise qui disait, en fait, qui résumait un petit peu cette question-là. Hein. Donc, bien sûr, l'œuf vient d'une autre femme, mais mon bébé, je l'ai développé dans mon corps et elle a baigné dans mes hormones et puis évidemment dans tout cet exposome. Donc ça peut changer la vie. Et je vous remercie.